Eh bien, bonjour à tous, c'est Olive pour les vieux de l'info numéro 3. Bonjour. Déjà, Bonsoir Olive. mais je vous ai pas présenté, messieurs, avant de dire bonsoir, il faut que je dise vos prénoms. Alors, nous avons Dramalcar, bien sûr, Salut, salut. et puis le fameux Roudoudou. Et salut, bonjour. Alors, messieurs, de quoi c'est-il qu'on va parler aujourd'hui? De la presse, il me semble. De la presse, dans son ensemble ou... Bah, de la presse spécialisée dans l'informatique, il me semble bien. Tout ce qui Oui, la concerne presse l'informatique. vidéoludique, Ouais. effectivement. Donc, le sujet, ça va être les magazines de jeux vidéo. On va parler de nos premiers magazines, ceux qu'on achetait quand on était tout petit, et également de l'évolution des magazines au fil des âges, et puis de leurs caractéristiques du jour, on va dire, aujourd'hui, de nos jours. Bah, c'est sûr- c'est- Comment ils se présentent? Est-ce que c'est la même chose avec la concurrence d'Internet, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, pardon, Non, la même Lucas? chose, c'est Ouais. vrai. Voilà, donc en gros, on va faire un petit récap et puis donner notre avis sur les magazines actuels. On va commencer par Dramalcar. Tiens, qu'est-ce que tu as acheté, toi, comme magazine? Quel est ton souvenir de premier magazine acheté? Je n'achetais rien. Oui, effectivement. Mais alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu n'achetais rien. J'achetais puis- j'achetais rien, mais je lisais tout. Et puis, quels étaient tes magazines préférés malgré tout? En fait, Allez, on t'écoute. En fait, mes parents étaient détaillants de presse, donc c'était très facile pour moi de feuilleter Alors, les magazines. détaillant de presse, ça veut dire libraire, hein. C'était un mot. Non, mais c'est le mot scientifique, hein, mais voilà. Bon, donc il tenait une librairie, donc. Et ce qui était sympa, c'est que tous les magazines, je pouvais les feuilleter, bien évidemment. Et même ceux qui étaient sous téléphone, ils les ouvraient proprement, je les lisais. S'il y avait des démos, je pouvais les prendre. Et donc, pour répondre à ta question, les premiers magazines que j'ai lus, bah, je les ai lus au fil du temps qu'ils sont sortis. Donc, ça a commencé avec Joystick. D'accord, mais joystick ou joystick hebdo? Alors là, tu me poses une colle, là, je sais plus. Je sais que il y avait Joystick sur la couverture, après, je sais plus. D'accord. Et après, c'était Tilt. Mhm. Et puis après sont venus les autres magazines sur les consoles de jeux comme le Player One et Console Plus. Je crois me souvenir que tu étais quand même pas mal fan de Génération 4, parce que tu avais souvent Génération 4 quand je venais chez toi. C'est mon frère qui les prenait pour lui Ah, en fait. d'accord. Mon frère les prenait sur lui parce qu'il y avait beaucoup de disquettes Atari dedans. Oui, Il y avait, c'est ça. il y avait beaucoup de trucs pour Atari. D'accord, À l'époque, c'est lui qui les prenait pour lui. d'accord, Mais lui, il les prenait, il les gardait. Moi, je feuilletais les magazines, je les rendais aux parents en fait. d'accord. Et donc, tes premiers souvenirs, c'est quoi? C'est joystick et tilt, quoi. Voilà, et en fait, ce que je faisais, c'était principalement chercher s'il y avait des astuces pour se mettre les vies infinies, parce que toujours dans la logique de tricher. Moi, je suis un tricheur au niveau des jeux vidéo. Donc voilà, par exemple, si je faisais des jeux d'aventure, je cherchais voir s'il y avait des solutions de jeu. Et s'il y avait des solutions de jeu, par exemple, je faisais les photocopies chez les parents pour avoir les solutions et pouvoir les lire chez moi tranquillement, quoi, en fait. Oui, parce qu'il faut dire que ses parents avaient aussi une photocopieuse, donc ils ne payaient pas les photocopies. Exact. Ah, c'est fort quand même. Et qu'est-ce que tu aimais dans ces magazines-là, du coup? Mis à part les solus, etc. Est-ce que... Bah, je me tenais un petit peu informé des sorties comme ça. C'est dans Tilt, même si Tilt c'était plus ou moins c'était plus pour les ordinateurs comme ça. C'est eux qui ont annoncé pour la première fois l'arrivée des consoles comme ça. C'est vrai. C'est voilà, et je me souviens aussi d'un article que j'avais vu dans Tilt qui m'avait bien plu, mais la console pour moi elle n'a jamais vu le jour, ça a toujours resté ça, le prototype. La première console avec un hologramme, il y avait une espèce de pyramide qui était sur la console, et il y avait une espèce d'hologramme qui apparaissait dans la pyramide en fait. Ah ouais, je me rappelle, ça avait paru dans le numéro d'avril, je crois. C'était pas un poisson d'avril, ça? Non, 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 C'est sûr? Il me semblait que c'était un poisson d'avril, ça. non, non, ça avait été présent, c'était passé dans plusieurs magazines, donc c'était pas dans un seul magazine. Ah ben ils se sont mis d'accord pour passer le même poisson d'avril. Bon, c'est peut-être pas ça alors. Non, non, non. Non, parce que la console, je me souviens plus du nom, mais la rumeur de cette console-là, ça avait duré très longtemps. D'accord, ok. Et toi, Rodoudou, alors? Moi, j'ai commencé avec Génération 4. D'accord. C'est vrai que j'ai été un lecteur de Génération 4 avant même que je possède mon Amiga, d'ailleurs. Donc, c'était une grosse part de rêve. Je sais que je parle là-dessus, Ouais. mais c'est vrai qu'au final, je voyais un peu les jeux qu'il y avait dedans, je regardais les graphismes, les articles, les types de jeux, c'était une vraie évasion, quoi. Donc, j'ai peut-être commencé 5-6 mois à lire ce magazine que je trouvais assez cher personnellement par rapport à d'autres magazines. Pour le coup, les tarifs de la presse spécialisée, c'était pas donné, même au tout début. C'est vrai que Joystick était le moins cher, je crois que c'était 25 francs. Je crois que c'était dans ces Et eaux-là, oui. Génération 4 entre 30 et 35, Voilà. suivant s'il y avait une disquette. Ouais, Exactement, effectivement. exactement. C'était les démos qui faisaient le prix, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Et après, alors effectivement, avec l'évolution,
il y a eu disquettes, CD, DVD, c'est voilà. Et là, les prix ont encore augmenté. Oui. Mais bon, après, voilà. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Est-ce que tu as acheté ça pour une raison particulière ou simplement pour rêver sur les... Alors, c'était pour rêver. Et puis, bon, ce qu'il y a aussi, c'est que je voyais des graphismes PC un petit peu plus tard, là où moi j'étais sur l'Amiga. Ouais, C'est vrai que sur le papier, ça faisait rêver, effectivement. bien sûr. Au début du VGA, des trucs comme ça, je crois que c'était du King's Quest ou du Dragon Slayer. Bon, même si la jouabilité était pas terrible, mais je voyais des choses comme ça. Pour moi, c'était sur le papier, c'était Ouais, bien absolument sûr. fabuleux. Voilà. Et après, je suis passé à un deuxième magazine. Quand j'ai eu mon PC, c'était PC Team. Et Oui, là, PC Team, je l'ai pas mal lu. C'est vrai qu'il y avait les DVD, enfin CD, les puis CD, ouais. DVD qui était là. Et là, il y a ce que j'ai apprécié dans le PC Team, c'est le côté assez riche de tout ce qui est indépendant. Donc, ils mettaient des démos C'est vrai. makers, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment, c'était quand même riche, là, en termes de médias qui étaient accrochés. Après, comme l'a dit Dramalcar tout à l'heure, c'est vrai que les magazines, du moins au début, lorsqu'on avait commencé, ils étaient très importants pour avoir des solutions et des trucs comme ça, parce que Internet, c'était pas forcément d'actualité à l'époque. Ah ouais, c'est Donc, clair. Pas du tout, même. c'était le vrai média de l'époque pour avoir des informations ou de l'aide par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'était un temps qui était différent, mais moi, je regrette un petit peu le côté libraire où voilà, on allait chez le libraire et puis c'était chaque début de mois, c'était quand même quelque chose qui était très attendu. Enfin, en tout cas pour moi, Oui, quoi. c'est clair. Bah, moi, pour ma part, c'est un peu ça aussi, hein. Moi, j'ai commencé les magazines avec Amstrad 100%, qui était en fait dédié à l'Amstrad CPC, hein. Et donc, j'ai commencé avec le numéro 9, je crois. Il y avait sur la couverture un dinosaure. Il coursait une femme préhistorique, je sais pas comment on appelle ça, la femme de l'homme préhistorique, hein. Voilà. Et donc, c'était ça. Et puis, j'aimais bien ce magazine parce que c'était un magazine qui était fait, ça se sentait que c'était fait par des passionnés. Et le discours était très léger. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déconnades, les tests, des fois, c'était fait à l'arrache. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment très sympa. Quelques astuces, etc. Et j'avais eu l'occasion de lire Tilt chez un copain qui était abonné. Et j'ai jamais vraiment accroché à Tilt parce que c'était pour moi trop strict, trop froid. Les tests étaient sur quelques lignes, beaucoup de choses orientées pro. Et on sentait que les testeurs avaient pas forcément cette envie de tester les jeux. Ils ne donnaient pas envie aux lecteurs d'essayer le jeu, tout simplement. Et jamais vraiment accroché à Tilt, même si après j'en ai acheté, hein, mais pour d'autres raisons, pour la rubrique Message in a Bottle où il y avait vraiment toutes les solutions de jeu. J'ai acheté plusieurs Tilt pour avoir les solutions de Monkey Island, des Voyageurs du Temps, des choses comme ça. Mais pas vraiment pour le contenu, on va dire, ludique, quoi. Et après, je suis passé à Joystick. J'ai commencé Joystick avec le numéro où il y avait Darkman en couverture. C'est le numéro 17, je pense, un truc comme ça, 17 ou 18. Je vois encore la couverture. Voilà. Je vois la couverture. Et j'ai commencé avec celui-là. Et après, j'ai pu lâcher Joystick jusqu'à ce qu'il ne parle plus d'Amiga. Donc ça devait être au numéro peut-être 60 ou quelque chose comme ça. Ils n'ont plus parlé d'Amiga. Et là, je ne l'ai plus acheté parce que c'était que sur PC. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément de PC. Et je me suis rabattu sur Amiga Dream à l'époque, qui est après devenu eDream. Et après est venu Login. Mais c'est vrai que, comme toi, Rodoudou, moi je me rappelle, j'attendais chaque début de mois avec impatience pour aller acheter le nouveau magazine. Et même après avec les consoles. C'est-à-dire que là on parle Magazine d'ordinateur, mais oui. avec les consoles, quand ils ont lancé le Joypad, moi j'ai acheté les numéros 1 Joypad de Console Plus, des Megaforce, des choses comme ça. Parce que bon, voilà, on avait vraiment enfin. Megaforce, c'était Nintendo, ça c'était. Megaforce, non, c'était Sega. Nintendo, c'était Super Power. Power. Et j'ai acheté tous ces magazines-là et au tout départ pour me faire un avis. Et c'est vrai que c'était fait par des passionnés et c'était beaucoup plus intéressant que la partie console qu'on pouvait avoir même dans le joystick et dans Tilt, n'en parlons pas, quoi. Et juste au départ, je les achetais tous et après, bon, côté budget, il a fallu choisir. C'est cher, oui. Et j'appréciais plus Joypad que console plus. Et quand AHL, le rédacteur en chef de Joypad, est parti chez Console Plus, à ce moment-là, je suis passé chez Console Plus parce que j'aimais beaucoup sa façon d'écrire les tests. Et je me suis toujours retrouvé dans sa façon de tester les jeux. Et donc, du coup, après, j'étais passé plus sur Console Plus que Joypad. Et voilà.
Mais il y avait Player One aussi, qui était un très bon magazine. Ah oui, il y a aussi. Player One. Alors je crois que mon premier magazine console, c'était Player One. Parce que j'avais vu une pub dans Amstrad 100%, justement. J'avais acheté un Player One, j'avais beaucoup aimé aussi. Mais Player One, en fait, bon, c'était aussi beaucoup de déconnes, beaucoup plus que Console Plus et de l'iPad. Et puis, Il était très fin. Et puis il y avait des BD à chaque fois dans le Ouais, box. mais il était très fin, Player One. Je me rappelle que, en fait, quand tu regardais le prix à la page, c'était quand même assez cher, un peu comme Amstrad 100%. Amstrad 100% était à 25 francs, mais il devait y avoir peut-être une cinquantaine de pages, pas plus. Là où dans les concurrents, il y en avait 100, voire 150. Quoi. Joystick, des fois, c'était 200 pages. Donc, Beaucoup de pubs aussi. Hein. oui, beaucoup de Ouais. pubs. Mais c'est vrai que Player One, j'aimais bien, mais autant j'aimais bien la déconne dans Amstrad 100%, autant dans Player One, je trouvais que des fois que c'était trop. Cyril Drevet, par exemple, quand il écrivait ses tests, ça manquait, je trouvais, de rigueur. C'était plus le petit collégien ou petit lycéen qui allait écrire son texte. Ouais, mais à l'époque, il était jeune aussi. Oui, mais pas forcément réfléchi, etc. Je trouvais que chez Joypad et Console Plus, on avait des gens qui maîtrisaient mieux l'écriture et qui donnaient plus envie. Voilà. Justement, c'est parce que c'est le Drevet à l'époque, il était très Oui, jeune. oui, il et était très jeune, je suis d'accord, mais C'était un petit morveux. mais autant, voilà, je trouvais dans Player One, il y avait Robbie aussi qui écrivait, qui après est passé chez Console Plus, qui écrivait dans Amstrad 100%, qui lui déjà était plus âgé, je suis d'accord, mais qui avait vraiment un style rédactionnel bien meilleur. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, j'avais des copains qui étaient fans de Player One et qui n'ont jamais loupé un numéro de Player One aussi. Et j'évoquerai juste aussi un troisième petit type de journal. C'était tout ce qui était hacking, ce genre de choses, avec le virus informatique. Non, mais ça, c'est venu plus tard. Ouais. C'est venu plus tard. Voilà. D'ailleurs, tu as vu qu'ils ont ressorti le virus info. Je crois que de temps en temps, J'ai ils en acheté, ressortent. Ouais. j'ai acheté les deux derniers numéros. En fait, maintenant, ils sont en Pologne, me semble-t-il. D'accord. Ils ont leur siège social en Pologne. Et ils font imprimer en France et distribuer en France. D'accord. Et c'est toujours sans pub. Et Ouais. c'est toujours vraiment très, des fois, limite. C'est très hacking, hein, c'est très porté sur le hacking. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a un fanzine aussi qui est devenu un magazine officiel aussi, Canard PC. Alors, Canard PC a jamais été vraiment un fanzine. Hein. En fait, tu sais. Non, mais le format qu'il présentait, la manière dont ça s'est présenté, t'as l'impression que c'était un petit journal, quoi, en fait. C'est un comment ça? J'allais dire un quinzomadaire, mais c'est un bimensuel, c'est ça? Ah non, maintenant il est mensuel. Il me semble que c'est Avant, il mensuel. était 2 fois par mois, maintenant il est mensuel. C'est ça. Oui. Oh, ouais. Je crois que C'est même pas- au je crois début, qu'on dit- il était hebdomadaire. Ouais, peut-être. je sais pas. Il était hebdomadaire Parce au que départ. c'était très fin comme magazine. Au début, maintenant il est un peu plus épais. Ils font maintenant aussi hardware aussi. Parce que je me souviens que ma mère le mettait au rayon, c'était tout fin et elle Ouais. avait du mal à le faire Mais tenir moi, debout, en fait. Tu sais qui fait Canard PC en fait? Pas spécialement. En fait, c'est les anciens de Joystick. Joystick D'accord. a été racheté par Yellow Media à l'époque, et Yellow Media avait tous les magazines Console Plus, Joypad, etc. Et quand ils ont racheté Joystick, l'équipe de Joystick, on leur a imposé en fait d'avoir une rédaction unique avec je sais plus quel autre magazine d'ordinateur. Ils ont refusé, ils sont barrés. Et ils ont créé Canard PC, je crois que c'était en 2002 ou 2003. Ils ont créé Canard PC, et c'est tous les anciens de Joystick qui ont créé Canard PC. Et les anciens de Joypad avaient créé un magazine qui s'appelait Gaming, et qui était vraiment excellent. Il y a eu que 6 numéros, et c'était vraiment très très bien. C'était du Joypad en fait. Hein. Et ils ont arrêté parce que niveau financier, ils n'arrivaient pas à l'équilibre, quoi. Mais c'était vraiment deux très bons magazines. Et Canard PC a survécu parce que justement, c'est imprimé sur du papier un peu fin, etc. Et pas beaucoup de contenu. Et je pense que les gens qui lisent ça, on cherche pas forcément à avoir un magazine qui fait 300 pages, quoi. Après, ouais, il y a une question de qualité de papier. Puis je pense aussi que au final, le prix de la presse spécialisée est cher parce que c'est dépendant du nombre de lecteurs, je pense. Vu que c'est spécialisé, je pense pas que. Enfin, à mon avis, il y a ce On va problématique. passer à la deuxième partie. Effectivement, ça va rejoindre Voilà. la suite, oui. Oui. C'est-à-dire que historiquement, la presse vidéoludique a cartonné jusqu'au début des années 2000. Oui. Et elle a commencé à baisser à partir de l'arrivée vraiment d'Internet massivement dans les foyers. C'est-à-dire que Internet en France, ça a commencé vraiment en 96-97 en gros. Hein. Oui, à peu près. Oui. Avant, c'était À peu près balbutiant. avec Windows 95. C'est ça. À peu près. Hein. Et ça s'est vraiment démocratisé auprès de tout le monde avec les premières connexions ADSL, etc. au ADSL, début des ouais. années 2000. Ouais. Et puis voilà, après ça a été de manière exponentielle. Et à partir de ce moment-là, la presse spécialisée a commencé à baisser en termes de vente, volume, etc. Pourquoi? Bah, je reviens à ce que tu disais, je continue à ce que tu dis. Ça s'est surtout vu dans les rayonnages de presse. Moi, mes parents sont partis à la retraite en 2006, et je peux te dire qu'en 2006, le rayon des magazines jeux vidéo, PC et compagnie
Avant, ça leur prenait tout un pan en haut, en bas de magazines de presse, parce qu'ils mélangeaient ça et puis les magazines sur le cinéma, comme ça, là. Les magazines de cinéma étaient même minoritaires parce que c'est pareil, c'est des magazines spécialisés sur le multimédia et tout ça, il y avait peu d'utilité parce qu'on avait accès à toutes les informations sur Internet. C'est vrai. Et donc tout était réduit sur. Au lieu d'avoir deux rayons pour la presse, pour mélanger la presse, informatique et multimédia, il n'y en avait plus qu'un seul et encore il n'était même pas plein. C'est tout ça pour dire que l'Internet, pour moi, ça a tué la presse. Et maintenant. Alors, est-ce que ça l'a tué ou est-ce que ça l'a obligé à se transformer? Ça l'a tué. Parce que si tu regardes bien, maintenant, les magazines, là, là, je me suis acheté le jeu vidéo magazine, comme ça, là. Ouais. Normalement, le jeu vidéo magazine, quand tu l'achètes, il est à 4 euros et des poussières. Là, je l'ai eu à 2,45 € avec en plus un autre magazine, Play Game, parce qu'il faut faire la promotion d'un autre magazine, en fait. C'est un lot de 2 magazines. Les 2 magazines, c'est pas des vieux magazines, c'est des magazines de mois de février. Donc, c'est comme ça. Ils sont obligés de brader en quelque sorte l'information. Ouais. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit, que la presse, l'Internet avait tué la presse. C'est que maintenant, tu achètes un magazine, les informations qui sont dans le magazine, elles sont déjà dépassées d'au moins une dizaine de jours quand tu voire même plus. Alors, oui. parce que tu as le délai d'impression, etc. Mais oui. moi, je voudrais revenir en termes de quantité de magazines. En fait, milieu des années 90, on avait quasiment un nouveau magazine qui sortait par mois. Quand tu regardais, il y avait énormément de magazines. Et peut-être je pense au bas mot, une quinzaine de magazines consoles. Et peut-être une dizaine de magazines pour le PC, entre PC Fun, des choses comme ça. Ouais. Multimédia à la une, et des trucs comme ça. Début des années 2000, ça a commencé déjà à baisser. Player One a disparu. Beaucoup de magazines Tilt a disparu. Enfin, tous ces magazines-là Tilt a disparu un peu avant, mais tous ces magazines-là ont disparu. Génération 4 a disparu aussi 2004 ou 2005, un truc comme ça. Donc tous ces magazines-là ont disparu parce qu'effectivement, les gens n'avaient... Là où avant les gens achetaient 2-3 magazines dans le mois parce que t'en as acheté un au début de mois, t'en as acheté un en milieu de mois et à la fin du mois, etc. Là, finalement, ils en achetaient plus qu'un seul parce qu'ils étaient habitués à l'acheter, un joypad, etc. Et ils délaissaient les autres. Donc tous les nouveaux magazines ou tous les magazines qui ont toujours été un peu moyens, ils ont disparu. Et simplement, je sais pas, début, on va dire début 2010 ou fin des années 2010, on va dire, beaucoup de magazines ont disparu. Il restait plus qu'un magazine console, c'était Jeux Vidéo Magazine, tous les autres avaient disparu. Mais depuis 2-3 ans, il y a 3 ou 4 magazines qui sont apparus. Oui, mais on est d'accord, mais est-ce qu'ils ont le succès? Est-ce qu'ils ont le succès? Alors, ils n'ont pas disparu, ça veut dire qu'ils se vendent suffisamment. Et pourquoi? Est-ce que tu as déjà feuilleté, toi, ces magazines-là? Brièvement, oui. En fait, c'est parce qu'ils ne se basent plus du tout sur l'actualité. Ils vont faire quelques tests, mais ça reste une partie minoritaire du magazine. Mais en fait, ils font des dossiers spéciaux sur l'histoire du jeu vidéo, sur le rétro gaming, sur l'explication de telle ou telle, je sais pas, méthode de développement, etc. Donc, on est sur du contenu rédactionnel de qualité, en tout cas avec une recherche, un peu comme ce que fait Pixel Love finalement sur le rétro gaming. Pixel Love, quand on regarde pourquoi ça marche, toutes les infos, on les a sur le net de Pixel Love, mais on a des dossiers très très fouillés, recherchés, des gens qui font des mois de recherche ou des semaines de recherche pour finalement coucher sur papier quelque chose qui va être de qualité ou au niveau rédactionnel c'est irréprochable, etc., qui donne envie. Et bien on a la même chose dans ces magazines-là. On a souvent des hors-séries, Super Nintendo, Mega Drive, etc., qui font que finalement, ce contenu-là, il n'y a pas d'obsolescence finalement, ou très peu d'obsolescence. C'est-à-dire qu'un magazine de janvier, tu pourras très bien l'acheter en mars, parce que le contenu qu'il y a dedans, mis à part quelques tests, il sera toujours d'actualité. Tu vois ? Et je pense qu'ils ont raison de se positionner sur ce créneau-là. C'est-à-dire que la presse vidéoludique, comme on l'a connue, la presse à papa, si tu veux, ça peut plus marcher, ça. Parce qu'on a du jeuxvideo.com, on a du gameblog.fr, des choses comme ça. Par contre, sur ces sites-là, on est aussi dans un autre contexte. C'est-à-dire que ces sites-là, il y en a beaucoup qui ont disparu aussi de tests de jeux vidéo, parce que la pub, etc., rapporte pas plus suffisamment. Avec les gens qui font les youtubeurs qui font des tests de magazines, etc., aussi ils perdent de l'audience. Et on est en tout cas sur du contenu que sur du gameblog, etc., jeux vidéo magazine, n'ont pas le temps de faire. Je pense. Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, juste pour revenir à ce que tu disais, la publicité, les magazines, le succès qu'ils avaient à l'époque aussi, c'est que le succès, entre guillemets,
c'est que, bon, déjà, il y avait pas Internet. Et même maintenant, les magazines qui sortent maintenant, ils ont le même problème qu'à l'époque. À savoir qu'il y en a beaucoup qui sont. C'est de la publicité pour certains jeux. Ils font de la pub gratuite. Même si le jeu est pourri, ils vont essayer de le vendre comme un très bon jeu, quoi, en fait. Alors, ouais, sur du jeu vidéo magazine, ouais, c'est Je vrai me que des sou- fois, je me sou- je me c'est sou- assez flagrant. Je me Ouais. souviens qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés sur les conseils des magazines comme Player One, Console Plus, comme ça. Et à chaque fois, je tombais d'eau parce que ils annonçaient le jeu comme étant fabuleux, graphique, des trucs comme ça. Mm. Et quand tu l'avais en main, c'était une vraie merde. Ça a toujours été. Hein. Il y a toujours eu des éditeurs qui alors ça n'a jamais été dit officiellement, mais moi, pour avoir travaillé dans les magasins de jeux vidéo, je peux te dire que de temps en temps, on avait des consignes pour pousser certains jeux alors qu'on savait pertinemment que c'était des merdes. Alors par contre, on nous demandait pas de mentir au client en disant le jeu est super. Nous, on était honnête avec le client. Par contre, on le mettait en avant en 4x3, etc. Donc ça incitait les clients à l'acheter. Même si je dis, bon, vous savez, il est moyen, bah, le gars, bon, je vais quand même les tester pour voir. Et forcément, ça a toujours été un petit dessous de table, et puis bah ça. Et en même temps, les magazines étaient assez utiles dans un sens. C'est qu'à l'époque où toi et moi, on allait à Games acheter nos jeux, si tu te souviens bien, à chaque fois, ils nous mettaient des gros stickers pour le prix. Derrière, on voyait pas les images du jeu, en fait. On voyait que la jaquette du jeu. Donc, Oui. on était en quelque sorte. On voyait la jaquette, c'était quelque chose de magnifique. Et quand tu mettais le jeu dedans, c'était une vraie. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la qualité actuelle des sites internet? Est-ce que vous regardez souvent? Est-ce que vous préférez regarder des vidéos testeurs sur YouTube? Comment vous fonctionnez maintenant? Parce que, ouais, moi, je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce que vous achetez toujours des magazines déjà? Sinon, pourquoi? Et est-ce que sur Internet, vous arrivez à retrouver ce que vous voulez en termes de contenu, de tests? Roudoudou. Ouais, toi, tu peux pas. Bon, alors des magazines, sincèrement, non, j'en achète plus. En tout cas, plus comme je faisais avant. Parce qu'effectivement, c'est une réalité. Je trouve quand même beaucoup d'informations sur Internet qui ne Ouais. nécessitent pas. Alors, on va dire que le magazine, je vais en acheter de manière épisodique. Si je vais à la gare, que je sais que je vais avoir un certain trajet plus ou moins long, oui, je vais m'acheter un magazine pour m'occuper. Mais ce sera même pas forcément de l'informatique. Voilà, ce sera... Pixel Magazine. Voilà, par exemple, ce sera plutôt du Pixel Ouais, il y a Magazine. une bonne rubrique jeux vidéo dans Pixel Magazine. Moi, mon fils, il est abonné à Pixel Magazine et là, il y avait un super article sur la Switch. Hein. Franchement, D'accord. très bien foutu. Donc effectivement, les magazines, oui, ça peut pas trop rivaliser avec l'instantanéité d'Internet. Enfin, c'est vrai que pour le coup, si on cherche des news, des trucs comme ça peut pas rivaliser. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est contenu rédactionnel, dossier, là, la presse écrite a toujours son mot à jouer. Alors, au final, c'est vrai que pour moi, la presse, elle n'a fait que subir une mutation, où on est passé du papier à l'écran. Je pense qu'il y a... Par contre, j'ai jamais autant lu d'articles, alors informatiques ou pas, sur téléphone ou sur le PC. Donc ça a simplement muté, on va dire. Ouais. Par contre, effectivement, quelle est la différence? C'est que sur l'écran, je vais pas forcément le payer. Puis alors, Oui. pour le coup, ils vont le financer avec la publicité, mais il y a aussi la problématique des brokers de publicité, que moi personnellement j'utilise, et il y a une guéguerre avec ça. Moi Bon. aussi. Mais n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça. Comment il s'appelle qui a dit ça? Tim Cook, il me semble. Oui, Le oui, PDG d'Apple. il y a Parce que rien n'est effectivement, gratuit. effectivement, il y a ça, mais bon, dans un modèle, Non, mais dans un modèle comme ça, il se rétribue par la publicité. Pour le coup, effectivement, Hmm. si la publicité est coupée, ça pose un problème. Bon. Après, pour ce qui est du jeu vidéo, c'est vrai qu'une une vidéo test, comme peut le faire jeuxvideo.com ou parfois Gamecult aussi, ça donne une idée, entre guillemets, encore plus rapide si je veux pas faire d'effort de regarder dans le détail. Enfin, Toi- ça toi, va ta mani- dépendre. Ta manière de consommer, c'est quoi? C'est je lis un test et je regarde une vidéo qui est là comme support pour pouvoir me donner une idée de ce qu'est le jeu en termes d'animation, etc. Ou plutôt je regarde la vidéo et éventuellement je lis le test. Alors, ça va dépendre si le jeu m'intéresse ou pas. Déjà, si le jeu, je ne le connais pas, je vais déjà commencer à regarder la vidéo pour me faire une idée de ce que c'est. Si le jeu m'intéresse, là, effectivement, je vais commencer à lire du texte parce que je vais m'y intéresser, que je vais D'accord. regarder les détails. Hmm. Donc, ça va être d'abord la vidéo pour me faire une idée si j'ai pas du tout d'idée quoi que ce soit, et le texte en plus si jamais je veux fouiller davantage. Voilà. D'accord. Ok. C'est ma manière Et, de consommer. À l'heure actuelle, tu t'y retrouves sur en termes de qualité sur les tests ou sur les dossiers d'ailleurs. Et quels sont tes sites
privilégié? Bah, sur les sites, personnellement, je regarde donc Gamecult et jeuxvideo.com. D'accord. Euh, Gamecult, comment tu le qualifierais ce site? Est-ce qu'il est impartial, honnête? Est-ce qu'il se met pas dans une... comment on pourrait dire ça? J'ai l'impression, alors c'est mon impression, oui. qu'ils se sont enfermés en fait dans une manière de noter en fait qui est très sévère. Ils ne mettront jamais une bonne note ou quasiment jamais une bonne note à un jeu. Ça peut être sévère. Et oui. qui vont aller chercher systématiquement le petit défaut, histoire de dire, nous on est différents, on casse un peu les jeux, on n'est pas corporate, on n'accepte pas les dessous de table, donc du coup un jeu qui est moyen, je dis qu'il est pas bon. Tu vois, je prends l'exemple du dernier Resident Evil, par exemple, Oui. Resident Evil 7, qui a été encensé par la plupart des magazines de jeux vidéo et des sites internet. Oui. Eux, je crois qu'il a eu 7 chez eux. Peut-être. Là où ils ont mis 9 à un, c'était Sur quoi, 10? un Civilisation, je crois, ou qu'est-ce qui est sorti récemment comme jeu de stratégie? Oui, il y a eu Civilisation, Civilisation. c'est ça. Il y a Planet Tycoon, là, qui Ouais, est peut-être, enfin, voilà. sympa. Ouais. Et en lisant le test de Resident Evil, je me suis dit, bon, le gars, il dit qu'il est pas mal, mais Planet Coaster, finalement, voilà. il casse quand même sur la note en se disant, ouais, attends, on est Gamecult, on peut pas mettre une bonne note, tu vois. J'aime beaucoup ce site internet-là, Gamecult, mais je trouve des fois c'est abusé au niveau des notes et au D'accord. niveau de la conclusion, plus que du développement. Je sais pas, est-ce que toi, Alors, les notes, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils sont sévères par Mm. rapport à d'autres, clairement. Bon, bah, qui a un avis plus sévère. Après, on essaye de faire une moyenne avec plusieurs sites, Mm. éventuellement. Il y a des trucs comme Metacritic qui va agréger différentes notes. Oui. Donc, on peut aussi Mm. se faire une idée par rapport à ça. Mm. Bon, bah, qu'ils aient choisi comme parti pris de noter sévèrement, soit. À partir du moment où ils le font pour tous les jeux, Oui, c'est le cas, ça a l'air d'être le cas. Oui. bon, bah, Mm. c'est leur choix. Et puis, s'il y en a vraiment un qui se dégage sur le go, ça peut valoir Mm. le coup de voir la différence. Pour le coup, ça peut être Tout à ça fait, qui est ouais. intéressant. Après, je trouve que Gamecult est très intéressant sur le contenu autre que jeux vidéo. Il y a souvent des dossiers, je sais pas, la dernière fois il y avait un dossier pour comment faire pour être un bon youtubeur, par exemple, pour faire ses captures de vidéos, etc. Je trouvais le dossier vraiment très intéressant, très complet. Et ça, on le voit très rarement sur d'autres sites internet d'autres sites, et ouais. gratuitement en plus. Donc c'est Oui. plutôt bien. Oui. Il y avait un article aussi, je me rappelle, sur les magasins de jeux vidéo. À l'heure actuelle, leur évolution, etc., leur avenir, et qui était vraiment super intéressant. A contrario, il y avait un article à peu près similaire sur Gameblog qui était d'une nullité, mais sans nom, quoi. Le gars, tu sens qu'il a fait son reportage et que... Non, pardon, c'était pas sur Gameblog, c'était sur jeuxvideo.com. Et c'était vraiment bidon. J'ai plutôt l'impression que Gamecult est à un niveau de qualité supérieure. Oui, je je dirais. pense en Oui. termes de contenu. Ouais. Mais donc, pour moi, c'est une évolution de la presse. Voilà, bah, à l'époque, il n'y avait pas de la presse en ligne. Maintenant, il y a de la presse en ligne. Et par contre, effectivement, il y a moins de presse écrite. Bon, après, se pose le problème du paiement. C'est vrai que pour l'instant, c'est un système à publicité, mais que nombre d'internautes échappent. Alors, que penses-tu bon, du système mis en place par Gamecult, justement, payant? c'est vrai que sur Internet, tu n'as pas trop envie de payer. Donc, c'est pas évident. C'est un peu un système qui se... Alors, en fin de compte, c'est un système privé. Alors, jusqu'à quel point il faudrait pas un système de prélèvement d'impôts obligatoire ou quelque chose comme Une ça. licence Enfin, globale? une sorte de licence, ouais. Où ce serait... Parce qu'au final, vu que c'est de la technique, il y aura toujours moyen d'échapper à des systèmes. Donc, il faut peut-être récupérer l'argent autrement. Ouais, ça, c'est mon avis pour le coup. Ouais. Le système de l'abonnement, j'espère qu'ils vont réussir, mais c'est vrai que... C'est vrai que j'en ai discuté, hein, parce que je suis aussi sur le forum de Gamecult de temps en temps, je discute un peu avec les habitués, on va dire. Oui. Et j'avais posé la question, est-ce qu'on sait à peu près le nombre d'abonnés? Et jamais eu de réponse, en fait. Mais je pense pas que ça marche tant que ça. Et pourtant, c'est dommage parce qu'ils font des émissions de qualité en payant, parce que, en fait, moi j'avais testé, tu peux tester en fait un mois le service avant de t'abonner, en fait. D'accord. Je sais plus combien ça vaut à l'année, ça doit être une 50aine d'euros à l'année, je crois, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. Et c'est vrai que le contenu est vraiment super intéressant. Et qu'ils ont récupéré pas mal de vidéastes qui sont partis de chez jeuxvideo.com et qui font maintenant leurs vidéos là-bas. Les anciens de chez jeuxvideo.fr aussi qui font les vidéos là. Donc il y a vraiment des contenus intéressants et beaucoup d'articles intéressants. Je crois qu'ils font souvent des articles avec le magazine qui s'appelle The Game,
qui aussi fait aussi des articles vraiment de fond. Mais je suis personnellement pas prêt à mettre ça dedans parce que je paye déjà un abonnement pour Deezer, je paye déjà un abonnement pour Internet, je paye déjà un abonnement téléphonique, encore un abonnement. Et voilà, après, il y a une question Et financière. à un moment donné, Puis alors, il y a une autre sorte de concurrence aussi à cette presse qui est en ligne. Bah, ça va être justement les youtubeurs, où là aussi, ça va être Exactement. des particuliers qui vont c'est vrai. potentiellement, pour certains, faire des choses de très bonne qualité. C'est Donc, vrai qu'on a des très bons youtubeurs. Ça, bon, c'est une richesse, mais effectivement, c'est la problématique de financer des gens qui veulent en faire le métier. Et autrement que par la licence, à l'heure actuelle, je vois pas trop comment on pourra faire. Voilà. Bon, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez dans ma carte de tout ça. Ouais. Tu peux le tutoyer, tu sais. Bon, souvent on se tutoie, je sais pas ce que tu en penses. Votre seigneurie, vous êtes bien bonne. Non, oui, bon. Allez, Narvelcar, alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Je reviens, je me joins totalement à l'avis de Rodoudou. Non, simplement, effectivement, les youtubeurs, bon, sans parler de ceux qui sont rattachés à certains sites internet, moi, personnellement, maintenant, pour choisir un jeu, pour voir si un jeu est bien. Tu vas sur Cyprien Gaming, la chaîne la plus impartiale du monde. Pardon. Certainement pas, Squeezie, je peux pas le blairer. Bon, passons. C'était une blague. Non, mais par contre, c'est très facile maintenant de se faire une idée du jeu. Il y a tellement de vidéos de let's play sur tous les jeux récents qui viennent de sortir, les gros hits. C'est tellement facile de se faire une avis par soi-même en regardant les autres jouer. C'est vrai. Que voilà, moi Resident Evil 7, personnellement je ne l'ai pas encore acheté. Je sais que je le prendrai quand il y aura une promotion, parce qu'il y a toujours des promotions sur le Xbox Live. Donc j'attends qu'il y ait une promotion, qu'il y ait moins 70%, comme ils ont fait pour certains jeux. Oui, ou sur Steam, tu l'auras aussi. Alors Voilà. c'est vrai que même pour un éditeur, c'est pas évident. Hein. Après, effectivement, le prix des jeux en lui-même, avec le dématérialisé, sans parler du piratage, mais même le marché légal dématérialisé, oui, ça change la donne. Oui. Mais Mais enfin, revenons au test et au magazine. Oui. par rapport au site que je consulte, moi, je suis dans un joueur de World of Warcraft. Donc il y a certains fansites qui me donnent toutes les informations dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'aller consulter des sites comme jeuxvideo.com ou Jeux Actu ou Gamecult. Pour certains jeux, il y a certains sites spécialisés, des fansites comme on appelle. Ouais. Et les informations sont beaucoup plus fiables, on va dire, et beaucoup plus rafraîchies. Plus honnête, peut-être. Honnête, je sais pas, mais enfin, pour se tenir informé des nouveautés sur un jeu, des nouvelles informations, par exemple là sur la Nintendo Switch, pour avoir des informations Ouais. dessus. Là, j'ai acheté un magazine récemment juste pour avoir une photo de ça quand je suis au chiottes, me le mettre en face de moi pour fantasmer sur la console quand je vais la voir. Alors, il affiche des photos de consoles dans ses je shots. les ai pas affichées, c'est dans le magazine, mais voilà. Je crois que je vais m'en aller là. Bon, t'inquiète pas, ça va pas devenir un. Moi j'aurais mis ça, je sais pas, Samantha Fox à l'époque dans mes chiottes. Bon, c'est japonais, mais on va pas faire un taille, t'inquiète pas. Non, mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir des jeunes qui aiment un produit, qui t'intéresse, de les voir l'utiliser, de voir jouer avec, et de te faire une idée par rapport à ce qu'ils ressentent eux. Parce que tu sais que ce sont des fans, et tu sais que ce qu'ils ressentent, s'ils te disent si en tant que fan ils disent que c'est de la merde, tu sais que le jeu c'est de la merde, et tu te fais une idée toi-même par rapport à l'image que tu vois comme ça. Si tu vois sur jeuxvideo.com, par exemple, ils te disent par exemple un tel jeu sort, tu vas avoir 2, 3, 4, enfin tu vas avoir 4 photos, des petites légendes en dessous qui veulent rien dire, et un petit vidéo test qui dure 3-4 minutes. T'as pas de temps en 3-4 minutes de te faire une idée du truc. Et en plus, jeuxvideo.com, les trucs jeuxvideo.com, Gamecult, comme ça, pour moi, je suis désolé, c'est comme la presse écrite, c'est comme la presse papier. Pour moi, ce sont des gens qui restent dépendants des éditeurs de jeux, quoi, en fait. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent t'inciter à prendre un tel ou tel produit alors qu'ils savent pertinemment que c'est de la merde. Ils peuvent te vendre quelque chose comme quelque chose de bien, alors que que tu vas être déçu Ouais. que tu vas avoir. Je pense qu'ils peuvent gonfler les notes effectivement quand il y a un partenariat, c'est sûr. Si tu regardes bien, là. Maintenant, de Ça là va à se dire savoir, qu'un hein. jeu de merde est un bon jeu, je suis pas certain quand même. Non, mais l'honnêteté des youtubeurs indépendants comme ça, elle se remplace pas par un site spécialisé. Je suis désolé. Par exemple, Mais qu'est-ce là, que tu appelles youtubeur indépendant? Parce que quand tu regardes on parlait de Cyprien Gaming, là c'est la chaîne de Squeezie et de Cyprien, qui est la chaîne de jeux vidéo la plus Cyprien Gaming, déjà, je regarde mais jamais. C'est la chaîne la plus consultée en France de jeux vidéo.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, c'est essentiellement des jeunes, des gamins qui consultent ça, qui vont faire confiance à Cyprien et à Squeezie. Sauf qu'on sait pertinemment qu'ils sont payés pour mettre en avant ces jeux-là, et c'est prouvé. C'est-à-dire que sur le dernier Assassin's Creed, ils étaient payés pour donner un bon avis du jeu, etc. Ils jouent comme des branques, d'ailleurs, ils savent pas jouer aux jeux vidéo, ces gens-là. Ils n'ont aucune culture quand tu les écoutes, à part les Call of Duty, etc. Bon, bref. Mais il n'y a pas que. Je leur fais un procès d'intention, mais d'un autre côté, beaucoup de gens vont se fier à ce qu'ils vont dire, alors ce qu'ils vont dire est sous influence du pognon qu'ils auront gagné avant. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que on n'est pas toujours dans ce système-là? C'est-à-dire que pourquoi un Call of Duty se vend toujours autant? Pourquoi un FIFA se vend toujours autant? Pourquoi un GTA c'est justifié? C'est peut-être pas le bon exemple, mais il y a des jeux, un Need for Speed, tous ces jeux-là qui sortent où il y a une édition par an se vendent toujours autant. C'est écœurant. Alors que c'est pas des bons jeux, je suis désolé. C'est juste des mises à jour de un Call of Duty, le dernier Call of Duty, il est pas bon. Moi je l'ai testé, je trouvais que le précédent était bien meilleur. C'est toujours des mises à jour. Il faut des mises à jour pour s'aligner par rapport aux nouveautés que par exemple, il y a la guerre entre Call of Duty et Battlefield. Il suffit que Battlefield mette une nouveauté pour que Call of Duty, la prochaine édition, l'adopte et voir avec un petit peu plus, qui va être le petit peu plus va être adopté comme ça. Donc on en revient à ce qu'on disait. De toute façon, bon ou pas bon, le jeu il sera vendu parce qu'il sera promu par les meilleurs vidéotesteurs du moment, par les magazines, etc. Non. Est-ce qu'il y a encore une utilité à avoir des tests dans un magazine ou sur un site de... Non mais on s'éloigne du truc. Moi je reste sur les youtubeurs pour l'instant. Je te dis, les youtubeurs, il n'y a pas que Cyprien, il n'y a pas que Benza, il n'y a pas que le joueur du grenier. Parce que le joueur du grenier, maintenant il fait du let's play. T'as vu sur le bazar du grenier, il fait du let's play sur certains jeux des fois. Oui, mais c'est du let's play sur des anciens jeux. Oui, en gros, ou des jeux qui sont pas trop récents, mais bon, pas trop vieux non plus. Mais bon, non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a un jeu qui t'intéresse, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du jeu, tu fais let's play, simplement comme ça, tu fais voilà, et tu as des séances de jeu de gars sur toute la planète. Même si c'est en allemand, tu comprends pas l'allemand, t'en fous de comprendre l'allemand. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours possibilité de mettre les sous-titres. Vous avez toujours la possibilité de vous mettre les sous-titres en anglais, ou alors, même s'il n'y a pas les sous-titres disponibles, vous regardez la vidéo, vous faites une idée par vous-même. Et vous voyez par rapport aux réactions, Nous avons les moyens de vous faire parler. Ce que je veux dire, c'est que sans aller sur les youtubeurs célèbres, vous comme moi, on peut se faire une vidéo. Si, par exemple, moi qui suis fan de Worms, je peux faire une vidéo d'un jeu Worms que j'apprécie. Après, ce que j'en pense, après les autres se font une opinion par rapport à ce que j'ai dit. Mais ça c'est pas en contradiction à ce que je viens de dire. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Bon. Si c'est sur une blague sur les Allemands, non. Non, je vais pas faire de blague sur les Allemands. Vite. En fait, c'est pas propre aux jeux vidéo l'histoire de franchises qui vont se vendre très bien avec un énorme budget marketing derrière. Au final, tout produit, jeu vidéo ou pas, qui a un gros budget marketing, qui a une franchise célèbre, il va potentiellement se vendre, qu'il soit bon ou pas bon, parce que la personne a dit « Ah tiens, c'est le dernier machin, je vais l'acheter, et je vais même pas regarder le test, éventuellement il sera déçu. » Mais au final, c'est du marché de masse, entre guillemets, et voilà, il y a ce genre de phénomène-là. Et puis, il y a peut-être un joueur un peu plus réfléchi qui dit « Bon, c'est bien gentil tout ça, mais je veux voir réellement qu'est-ce qu'il y a au cœur du jeu. » Et dans ce cas-là, le test ou le vidéotest sera toujours primordial pour le joueur qui veut regarder un petit peu à l'intérieur. Et c'est vrai ça dans les jeux vidéo, dans n'importe quel produit IFI, dans plein de domaines. Et voilà, au final, la puissance marketing, ça fait aussi partie de ce monde-là. Tu vois, on parlait de la presse des années 80-90, là, ce qu'on disait, les Player One, les consoles plus. Ce qui leur manquait, c'est ça justement, un support vidéo. Mais à l'époque, c'était pas... Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais te faire une idée que sur des images de magazines, des images de jaquettes derrière, et ce qu'on te disait dans la presse. Il y avait très peu d'émissions spécialisées, même à la télé, qui te montraient des séquences de jeux. Tu avais des publicités. Alors les publicités, ça te vendait du rêve, et quand tu avais le jeu, tu avais l'impression qu'on t'avait chié dessus, quoi. Bon, pas pour tout, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, on bavait des mois entiers... devant les images de Dragon Ball sur Super Nintendo, des choses comme ça, alors que le jeu était moyen. C'est vrai, mais d'un autre côté, je trouvais que ça faisait rêver. Et puis moi, j'ai relu 50 fois des tests de jeux en me disant « Ah, ce jeu, je l'aimerais bien l'avoir, etc. »
maintenant, j'ai l'impression que les gens, déjà, ils ne lisent plus. Tu vois, les jeunes, ils lisent plus les tests. Ils regardent des vidéos tests. Moi, je vois mon fils, quand il y a un jeu qui lui plaît, qu'est-ce qu'il va faire? J'en fais partie, hein, Qu'est-ce qu'il va faire? de temps en temps. Il va regarder le vidéotest, voire même le let's play, et il va regarder le gars finir le jeu avant même que lui ait joué. C'est-à-dire qu'il va se spoiler tout le jeu, Ça, c'est dommage. et tous les gamins font ça. Tous les gamins font ça. Et je pense que la manière de consommer le jeu vidéo a beaucoup évolué par rapport à ce que nous, on faisait, où Oui. on se réservait justement qu'on appelle ça le suspense, en fait, Oui. de ne pas regarder la solution et les choses comme Ça ça. va peut-être dépendre du type de jeu aussi. Voilà, parce que Oui. Si Si c'est un jeu scénarisé ou pas. Voilà. Sur un Call of Duty, le mec qui peut regarder du début à la fin, l'aventure Non, elle sera mais toujours là, le jeu sera toujours là. je parlais des Zelda, des choses comme ça. Le Zelda, les Resident Evil, faut pas regarder tous les let's play, sinon mais par contre, tu regardes le premier, voir le deuxième pour te faire une idée du gameplay, pour voir un petit peu comment ça ressemble. Éventuellement, oui. Mm. Et après, Une sorte de démo. par exemple, là il proposait, j'ai vu, il y avait un truc, apparemment il y a 2 fins de Resident Evil. Ces vidéos-là, je les boycotte, je veux pas les voir. Parce que je sais que si un jour je veux voir le jeu, je veux le faire par moi-même. Et même s'il y a 2 fins, je veux les découvrir par moi-même. Mais c'est le support vidéo qui a fait défaut dans les années 80-90. Et maintenant, maintenant il n'y a plus que ça qui veut. Et est-ce qu'il n'y en a pas peut- trop, justement, de ces vidéos-là? Est-ce que c'est pas trop, des fois? Mais justement, le fait d'en avoir trop, justement, ça te permet en quelque sorte de quadriller un petit peu. Tu as plusieurs avis et tu peux recentrer un petit peu tout. On peut parler de Twitch. C'est quand même le portail. Oui, c'est une extension de YouTube, on va voilà, dire ça comme oui. ça, hein, en direct. Donc ça marche plutôt fort, a priori. Est-ce que ça vous fait triper de voir des gens en train de jouer à un jeu vidéo commenter? Dans certains jeux, je sais que de voir certaines personnes jouer dans un jeu que j'apprécie, que je maîtrise pas trop et ce genre de choses, le fait d'avoir des tutos, alors ça peut être sur YouTube ou sur Twitch, ça m'aide à progresser. Donc D'accord. j'y vois quelque chose d'utile D'accord. pour certains jeux qui sont un peu complexes à maîtriser. Voilà. En l'occurrence, là, je fais référence à Elite Dangerous. Voilà, personnellement, moi, ça m'a beaucoup fait progresser certaines vidéos sur YouTube ou sur Twitch. D'accord. Voilà. Ok, Donc j'y vois une vertu pédagogique évidente. Ouais. d'accord. Et toi? Bah, pour regarder du let's play, à part pour me tenir informé des jeux récents, j'aime bien regarder, tu sais, les rétro gamers, c'est ceux qui jouent à des vieux jeux. Parce que c'est des jeux que tu n'as pas forcément fini quand tu les avais. Ouais. Et puis même si tu les as finis ou que tu les as vus, les mecs ils se baladent dans ces jeux-là, tu sais, ils font du speedrun, c'est-à-dire ils te finissent le jeu en même pas, un jeu qui normalement t'aurais dû demander 3 heures pour le terminer, ils le terminent en une demi-heure. Et je vois pas le plaisir, mais bon, pour moi, j'apprécie de revoir certains niveaux, de revoir certaines choses, voilà. Le fait de revoir le jeu auquel tu as joué quand tu étais gamin ou un peu plus jeune, ça fait du bien, quelque part, ça fait du bien. Après, je suis pas fanat des let's play de jeux récents, surtout sur les Call of Duty, Battlefield, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Ouais. On se tire dessus, pan, t'es mort, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a des let's play, par exemple, il y a un let's play, on en parlait tout à l'heure, des let's play de Toonstruck sur PC, comme ça, c'était un vieux jeu auquel je ne peux plus jouer. C'est un jeu que j'ai terminé 1 ou 2 fois et ça me fait plaisir de revoir les cinématiques avec Christopher Lloyd dedans. C'était vraiment, moi j'adorais. Quoi. Il est toujours accessible, hein, Toonstruck, via Oui. GOG. Voilà, Oui, je tiens à préciser parce que Oui. j'en suis propriétaire. Voilà, de ce jeu. D'accord. Mais disons que Mais il faut payer. il faut payer. Il faut le payer. Mais moi, je pas peux pas- cher, je- c'est 8 euros, 9 euros. Il doit le vendre à 10 euros et moi je l'ai vu en solde de 5 euros. Mais disons que le jeu, je l'ai déjà fini 2 fois, donc j'ai pas envie de le revoir le jeu. Mais de temps en temps, pour le côté nostalgique, j'aime Ouais, bien je regarder, comprends bien. j'aime bien regarder les vidéos. C'est un très bon jeu. Ouais. C'est comme Discworld. Discworld, ce sont des jeux, comme tu disais, scénarisés. Donc c'est Oui. des jeux, si tu ne les as jamais Jeu fait, d'aventure, hein, forcément. oui. c'est des jeux, si tu les as déjà fait. Et si tu les as jamais fait et que tu te spoil le jeu, si tu vas te le télécharger pour y jouer, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu l'as déjà fait, que tu es Sauf arrivé, si tu es beau, qui est- que oui, tu es sauf arrivé si tu es chez beau, Fada, ça fait un petit peu, c'est comme si tu regardais un film, même si c'est pas vraiment le cas, mais ça fait comme si tu regardais un film. C'est un scénario ludique, et interactif au final, un jeu d'aventure. Donc oui, on vit un scénario quoi. C'est vrai. Ce type de jeu, au fin de compte, les plateformes de jeux vidéo, ça dépend du type de jeu réellement. Voilà,
il peut y avoir un point de vue stratégique. Pourquoi il y a autant de joueurs qui jouent des vidéos de StarCraft 2, par exemple? Bah, c'est pour s'améliorer. Ils vont regarder des champions du monde, voir comment ils jouent, ils vont s'améliorer. Donc il y a une vertu pédagogique. Il peut y avoir une vertu donc, pour débloquer des jeux. Il peut y avoir une vertu pour faire des tutos, pour progresser dans des jeux un peu techniques. Et puis, même Hearthstone, je pense à des jeux de cartes ou des trucs comme ça aussi. Il y a le fait de regarder, c'est dire, tiens, c'est intéressant, on peut faire ça. Enfin, moi, j'y vois du bon côté. Alors après, c'est vrai que découvrir effectivement, regarder un scénario, dans ce cas-là, ce serait spoilé. Mais je pense pas que dans les jeux vidéo, à travers les vidéos, on voit beaucoup des jeux vidéo scénarisés. C'est peut-être pas l'objectif. L'objectif, c'est peut-être de progresser. Ouais, non, mais sûr. Ok, bon, je crois qu'on a fait pas mal de tours, même si on a un peu débordé du sujet peut-être d'origine, mais c'est une bonne extension. On est passé d'une presse écrite à une presse... On reste dans l'univers quand même. Une presse vidéo, vidéoludique, etc. Voilà. L'information multimédia. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui pourriez acheter de nouveau un magazine de jeux vidéo ou d'informatique en général? Qu'est-ce qui fait que si vous voyez tel type de magazine chez un marchand de journaux, vous puissiez l'acheter? Moi, si tu me permets, je vais répondre en premier. Je t'en prie. Moi, il y a qu'un seul truc qui me donnerait peut-être envie d'acheter un magazine comme ça, c'est éventuellement un quotidien. Un quotidien, pas trop cher. Un quotidien qui serait vraiment tenu à jour, un petit peu comme ils font pour les 20 minutes, tu sais, C'est gratuit, 20 minutes. Bah, pareil, un truc plus ou moins sur le même format. De toute façon, gratuit, il gagne toujours de l'argent avec la publicité qu'il y a dans les magazines. Ah, mais 20 minutes quand tu... Ouais, enfin, ok, donc toi, un quotidien, parce que tout ça pour rester dans le principe, d'avoir des informations toujours fraîches. Par exemple, une information qui est tombée la veille, tu l'as le lendemain. Donc, c'est pas trop dépassé. Mais quel intérêt de l'avoir sur papier dans ces cas-là? Bah, tu n'as peut-être pas eu le temps de le lire vraiment chez toi. Tu rentres du boulot, tu as juste vu que c'était comme ça. On a un smartphone maintenant, tous. Tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute, à ce moment-là, la presse est morte. On va dire que la presse est totalement morte alors. Non, je te dis, après, comme on nous disait tout à l'heure au début, après la presse, s'ils font vraiment des articles sur l'historique d'un jeu en particulier, à chaque fois dans chaque numéro, en plus des tests qu'ils proposent à chaque fois, des previews, tout ça, éventuellement, ça peut encore susciter un minimum d'intérêt. Moi, ce qui m'énerve dans les magazines, c'est leur système de notation. Dans Game One, c'était des pourcentages. Dans un autre, enfin, je dis ça au hasard. Dans Player One, c'était ceci. Dans Console Plus, c'était ça. Il y en avait, c'était des pourcentages. Il y en a, c'était des notes sur 100. Enfin voilà, c'était comme ça. Des notes sur 20, ouais. Et ou des notes des fois sur 5. Et là, dans le jeu vidéo magazine, c'est des étoiles. Qu'est-ce que tu et il y a ça, il y a un petit paragraphe de 5-6 lignes qui te donne leur avis global. Tout le reste, le reste de la page, ils te disent oui, Nintendo a fait tel jeu ou comment c'est la Bethesda là, ils ont sorti la version gratuite, c'est le free to play là, le Fallout Shelter là, je sais pas si tu as comme ça. Et les trucs, les jeux, ils sont déjà sortis depuis septembre. Ils sortent sur Xbox One ou ils sortent sur support. C'est intéressant de le savoir, mais on le sait déjà. Oui, tu veux dire que l'information est obsolète, quoi. Par exemple, sachant que Fallout Shelter est sorti il y a quand même pas mal de temps. Là, le fait qu'il soit disponible sur Xbox One maintenant, on peut imaginer que beaucoup de gens l'ont déjà eu et que maintenant, c'est maintenant que ceux de la One. Donc, qu'est-ce que toi tu aimerais retrouver dans ce magazine? Quand il te donne des infos, qu'il fasse des tests un peu plus complets, pas seulement une page ou un quart de page. Donc tu veux dire que finalement le contenu est pauvre, très pauvre, suffisamment complet, fera pas la différence pour toi entre ce que tu peux trouver sur Internet et ce qu'il y a dans le magazine. En règle générale, je reste convaincu que maintenant, pour se tenir informé de tout ce qui concerne le multimédia, il n'y a qu'Internet qui vaut le coup. D'accord. Donc pour toi, un magazine, voilà, pour l'instant, a plus lieu d'être. Internet, tu le consultes toutes les heures. Toutes les heures, tu as des infos fraîches. Et puis ça te prend 2 secondes à lire un article. Un magazine, tu vas l'avoir chez toi. Même si tu le lis, même si tu l'avales dans l'heure où tu l'as acheté, toutes les infos, tout ce que tu vas lire dessus, tu le sais déjà. Ou la plupart, tu le sais déjà. Après, comme tu dis, s'il faut des articles rédactionnels, même sur 1 ou 2 jeux, si le jeu qui est décrit ne t'intéresse pas, le magazine, finalement, n'a plus aucun intérêt. D'accord. Ok. Ça va. Rodoudou? Moi, je dirais que, en fin de compte, un magazine, on va avoir tendance à le lire
en général, quand on n'est pas chez soi. C'est ma manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'au final, Là où t'as pas lorsqu'on est en forcément d'internet et déplacement, tout ça. voilà, il va y avoir ce genre de choses. Donc, en situation de transport, par exemple, c'est peut-être plus là où on va le lire. Alors, il peut y avoir des transports courts. C'est d'ailleurs là où ils livrent les 20 minutes et compagnie. C'est-à-dire qu'au final, C'est que vrai. quelques pages, ce genre de choses. Peut-être que... Alors, l'intérêt qu'apporte un magazine par rapport à une version écran et tout ça, c'est qu'il y a quand même un confort de lecture qui est bien mieux. On est sur du papier A4. Ouais. Chose qu'un petit téléphone, Il n'y a même pas aussi grand l'éclairage de soit-il. l'écran qui te casse les yeux, qui te nique les Exactement, yeux. exactement. Ouais. Donc, il y a un intérêt par rapport à ça. Bon. Il y a des choses qui vont se développer aussi a priori, ça va être tout ce qui est encre électronique, Ouais. qui pour le coup pourra peut-être se mettre à jour aussi, vu que c'est de l'encre électronique, c'est un peu le but. C'est-à-dire que voilà, ça va peut-être en termes d'actualité, il suffit qu'on mette. Tu veux dire lire ces magazines sur une liseuse, c'est ça? C'est ça, sur un support différent. Sur un Kindle. Ouais. Imaginons un truc qu'on produit pas cher où je prends une sorte de liseuse, mais en gros que je prends et qui est super solide et que je rends en sortant de mon train. Ah d'accord, donc Ça peut être intéressant. quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelque chose qui ne m'appartient pas, de collectif, comme ça, voilà. D'accord. Ça peut être intéressant pour les courts trajets. Et puis pour les plus longs trajets, là au final, il faudra peut-être une presse avec effectivement un contenu plus enrichi. Parce que là, Ouais. ça va prendre plus de temps. Ou là, effectivement, il faut peut-être des dossiers un peu plus léchés qui ne pourront pas rivaliser avec l'actualité. Mais là, c'est pas le but. Là, le but, ce sera de travailler sur de lire sur des sujets de fond plutôt D'accord. que sur de l'actualité. Donc pour moi, c'est pas mort, mais à mon avis, il y a encore des mutations qui vont arriver et il faut penser à l'usage. L'usage, ça peut être aussi chez soi sur Gotron. J'en rigole, mais à la limite, c'est aussi une réalité. Game of Thrones. Game of Thrones, Les jeux absolument. ça veut dire les jeux sur le trône, Voilà. c'est ça? Mais donc, un sujet de fond à lire sur Gotron, c'est peut-être intéressant. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, mais j'y pense. Si tu veux, il y a une Au boîte final, il y a une boîte qui s'appelle Super à Caca, quel si tu veux. moment on lit quelque chose, en situation de transport ou peut-être dans ce genre de moment-là. Donc il faut réfléchir aux usages avant de penser à la presse. Voilà, c'est mon avis. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais autant lu de magazines que quand je voyage en train, soit pour le boulot, soit pour X raisons. C'est vrai que j'aime bien prendre mes magazines parce qu'en général, dans le train, on capte pas bien Internet, avec la Voilà. 3G, etc. Et j'aime bien le feuilleter un magazine, etc. Bon, en général, je prends soit un jeu vidéo magazine, soit un canard PC, des choses comme ça. Mhm. En fait, moi, je pense que la presse, comme on l'a connue, n'existera plus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus joypad, joystick, c'est mort, ça intéresse, ça reviendra plus jamais. Jeux vidéo magazine, à mon avis, est sur la pente descendante. Et s'ils ne changent pas leur contenu éditorial, à mon avis, il va se casser la gueule. Parce qu'il n'y a rien comme contenu dedans. C'est-à-dire que tu fais être le magazine, déjà, tu n'as pas envie de lire les articles parce qu'ils sont, je trouve, mal écrits. Et puis, tu as fini ton magazine, tu as l'impression de rien avoir appris, effectivement. Par contre, il y a d'autres magazines comme The Game, comme. J'ai plus l'autre en tête. Enfin, bon, il y a 2 ou 3 magazines comme ça qui sont sortis, qui, justement, comme je disais tout à l'heure, ont un contenu qui n'est pas forcément lié à l'actualité. Il va y avoir quelques tests, mais on va dire qu'il y a beaucoup de dossiers sur le jeu vidéo, la création, etc. Donc, ça, je pense que ça a un certain avenir. Alors, est-ce que ça sera un avenir en presse, sur Internet, c'est à voir. Mais je trouve que le format utilisé par Pixel Love, par exemple, le format MOOC, qui est un format à la fois à mi-chemin entre un livre en fait et un magazine. Donc c'est la contraction de magazine et book en fait, un MOOC. Je trouve que c'est vraiment très ingénieux et que ça permet déjà de le vendre un peu plus cher. Je crois qu'il est vendu 10 €, Pixel Love. Ça permet d'avoir une parution qui n'est pas forcément super régulière, puisque c'est pas en presse, tu es obligé d'avoir une parution régulière. C'est-à-dire que si tu es un mensuel, tu parais pas tous les mois, on te dégage, quoi. Tu n'as plus le droit dans les linéaires. Là, c'est auto-édité, tu le fais paraître quand tu veux. Tu peux avoir du contenu du coup de meilleure qualité, puisque tu n'es pas limité forcément pour le sortir tel jour, etc. Et ça ne se lit pas de la même manière. Il est cartonné, il a un format plus petit, tu le ranges dans une bibliothèque, tu vois. Donc tu reviens dessus. Donc je pense que ça, c'est peut-être plus l'avenir
justement du jeu vidéo, qui sera du coup plus forcément axé sur la nouveauté, mais plutôt sur une réflexion sur tel ou tel genre de jeu, telle ou telle conception de jeu, aller interviewer tel auteur, etc. Je pense que l'actualité du jeu vidéo va être réservée à l'Internet, que ce soit via les sites Internet, via YouTube. Et même, je dirais que les sites Internet comme jeuxvideo.com, comme Gameblog, tu sens que le contenu se limite à quelque chose de rapide. C'est-à-dire qu'un test, il faut qu'il soit rapide, qu'il se lise rapidement, qu'il y ait une vidéo dedans, surtout important. De quasiment tous les tests, maintenant, il y a une vidéo dedans. Et tu vois que la vidéo est beaucoup plus consultée que le texte, parce que tu peux voir le nombre de vues, etc. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que le texte, la lecture va être maintenant réservée à quelque chose de plus profond, de plus détaillé, et qui se fera par ces MOOC ou par autre chose, par des numéros spéciaux en presse, etc. Mais je pense qu'on va plutôt aller par là, et de moins en moins de jeunes lisent, en fait. Ils sont plus sur de l'immédiateté, sur de la vidéo, etc., du plaisir immédiat, finalement. Parce que la lecture, c'est pas forcément un plaisir immédiat. Un bouquin, quand tu le lis, tu prends plaisir à le lire parce qu'il y a une histoire qui se découle et petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Une vidéo, c'est un peu différent, je trouve. C'est-à-dire que tu peux accélérer, tu peux... en général, elles sont scénarisées d'une telle manière à ce que tu accroches tout de suite. Il y a peu de temps mort dans une vidéo, contrairement à un bouquin. Enfin, on est un peu entre l'opposition, entre la comparaison entre le film et le bouquin. On est quelque chose qui est beaucoup plus court sur un film, et donc avec un plaisir qui doit être beaucoup plus intense. On est dans une société qui, de toute façon, va beaucoup plus vite dans tout. Et on cherche le plaisir immédiat. Oui. Les gens qui consomment avec compulsion, maintenant, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on est stressé, on a envie d'avoir un plaisir immédiat. Donc on achète de manière compulsive, ou on consomme de manière compulsive, ou on mange de manière compulsive. Il y a des choses... On est vraiment dans une société comme ça. Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose non, je suis toujours dans la ligne de ce que tu dis. C'est que si tu regardes maintenant le plaisir qu'on a actuellement, je pense que vous avez le même que moi, c'est que le soir... Ça dépend. Toi, tu es marié, donc c'est peut-être différent pour toi. Donc on n'a pas les mêmes plaisirs, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'arrive très souvent, en allant me coucher, quand je suis pris d'insomnie. Attention, qu'est-ce qu'il va dire ? Je me prends l'iPod, je prends le téléphone, le smartphone, et je regarde des vidéos le soir. Il y a porn dedans Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fait. Sur votre run, il veut pas Comme tu dis, ce sont des programmes courts. Ce sont des programmes courts, mais comme tu dis, avec tout de suite, ça rentre dans le vif du sujet, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, maintenant avec YouTube, tu peux filtrer les informations. Donc, si tu peux regarder les vidéos qui sont sorties dans les dernières heures, comme ça. Ok. Moi, je pense honnêtement qu'il y a de la place pour ce qu'essaye de faire Gamecult. Il y a de la place, je pense, pour des tests plus complets, des choses comme ça, avec des textes plus travaillés. Maintenant, je pense que ça s'adresse à une niche qui va être, je pense, prête à payer pour avoir ce genre de test, et que le gros du marché, le gros des consommateurs et des lecteurs va aller se focaliser sur l'immédiateté. Je pense qu'on est là-dedans. Après, j'ai pas la science infuse, mais c'est un peu mon avis. On est plus sur de la niche maintenant, c'est... Jusqu'à ce que... après, c'est peut-être cyclique aussi. Peut-être que les gens vont se dire, bon, finalement, on a perdu en qualité. Puisque quand on va en immédiateté comme ça, on a moins de recul et on perd en qualité. Il y a des phénomènes de mode, oui. Donc c'est et peut-être que d'ici 4-5 ans, on le voit un peu dans le cinéma, dans les années 90, c'est des films d'action, il fallait pas réfléchir. Il y en a encore, des Transformers, des machins. Et on revient petit à petit là, à des films un peu plus réfléchis, avec une profondeur de jeu des acteurs. Voilà, après ça dépend évidemment de ce qu'on regarde, mais c'est vrai qu'on revient un petit peu à des films un peu plus d'auteur ces dernières années, chose qui avait quasiment disparu dans les années 2000. Quoi. C'est vrai. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, parce que là c'était un peu laborieux sur la fin. Non, c'est bon ? Donc on est parti du sujet des magazines de jeux vidéo pour déborder un peu vers les sites internet, mais je pense que tout avait un rapport, donc c'était bien. Tout est lié, parce que l'internet maintenant remplace la presse. Voilà, et donc on espère que... C'est un canal comme un autre, oui. On espère que notre petit débat vous aura plu, et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Quel sera le sujet, messieurs ? Est-ce qu'on fera enfin raclette contre tartiflette, ou pizza contre... hamburger. Je ne sais pas, hamburger, ouais. Ah non.
tous les sujets sont importants, mais oui, celui de la cuisine, ça pourrait être sympa. Ouais. Il y a peut-être des Ah, choses ben, à on dire. en fera une, peut-être pas la prochaine fois, mais la cuisine dans le jeu vidéo, ça peut être pas mal, ça. Pourquoi pas, la Cooking cuisine dans le jeu Mama, vidéo, Burger Time, on ça peut être essayer. un bon sujet. Bon, on On peut fera ça. essayer. Hein. Allez, à bientôt les amis. Allez, ciao. Bonne soirée.